Et puis, après avoir porté un projet entrepreneurial qui consistait à créer la première chaîne de restaurants sur la thématique du sport en France, projet sur lequel je m'étais associé avec Boris Dio, Ronny Turiaf, deux joueurs de basket champions NBA avec leur équipe respective et champions d'Europe avec l'équipe de France, j'ai voulu comprendre comment je pouvais aller encore plus loin dans la compréhension des mécanismes de pression chez l'humain. Ce qui fait qu'après cette expérience entrepreneuriale, j'ai monté mon propre cabinet de conseil qui m'amène maintenant à proposer des conférences. J'ai fait 2 TEDx, des programmes sur le leadership, sur le mindset, et voir comment il est possible de tisser des liens entre le sport de haut niveau et le milieu de l'entreprise. Il y a des gens qui font ça. J'ai toujours souci de dire soyons vigilants parce que il y a des choses qui se transfèrent, il y en a qui ne se transfèrent pas. Il y a déjà 3 dimensions qui font que les choses sont différentes. La question du temps, la temporalité. Quand on est dans une entreprise, qu'on soit entrepreneur, intrapreneur ou collaborateur salarié ou dirigeant salarié, le temps d'une carrière n'a rien à voir avec le temps d'un sportif. Le temps de la pratique n'a rien à voir également, puisque quand on est dans le sport de haut niveau, on a le temps de l'entraînement la semaine, puis on performe sur une semaine. Lorsqu'on est dans l'entreprise, on est dans la performance et la compétition H24 ou pas loin. On a également une autre dimension que celle du temps, qui est celle de l'économie. On a une économie qui est ce qu'elle est dans l'entreprise, dans le sport de haut niveau. On peut avoir des grands écarts sur l'économie. On peut avoir les grandiloquents frais de transfert et qu'on peut voir dans le foot notamment. Tout comme on peut avoir, moi je suis ami avec quelqu'un qui s'appelle Adrien Matenay, dont le sport est le tennis de table. Il était aux Jeux Olympiques de Londres et c'est lui-même qui, pour cette compétition-là, se payait ses entraîneurs, ses hôtels, ses séquences de préparation et tout. Donc, il y a vraiment des grands écarts dans la dimension de l'économie. Et puis, un autre écart entre ces sujets-là, c'est un écart qui est lié à la médiatisation. Quand on pratique au haut niveau, on est médiatisé. On a des médias qui sont là pour disséquer, observer, critiquer ce qu'on fait. On a plusieurs milliers de personnes qui sont là autour de l'enceinte sportive et qui sont en train de critiquer ce qu'on devrait faire et comment on devrait le faire mieux. Ce n'est pas directement le cas dans le milieu de l'entreprise, même si les réseaux sociaux jouent une part importante, à mes yeux souvent défavorable, de part et d'autre. Donc c'est vraiment les sujets qui m'animent, de voir, sans être dans des lieux communs, comment on peut objectiver des passerelles entre ce qui se passe dans le sport de haut niveau et ce qui se passe dans le milieu de l'entreprise. Je dédie vraiment ma vie à ça et à raffiner toujours comment l'humain fonctionne en contexte de pression. Voilà. Super. Et du coup, quels sont avec qui tu travailles exactement? Est-ce que tu as un persona particulier qui a de plus souvent? Nous, ce qui va nous parler et nous intéresser par rapport à Conquistador et peut-être dans la thématique d'aujourd'hui, c'est peut-être plus l'entrepreneur ou l'intrapreneur. Mais quelle est la proportion d'entrepreneurs qui viennent vers toi et quels sont bah, finalement peut-être leur mal-être ou leurs besoins quand ils viennent avec toi? Super question. La persona ou l'avatar, c'est évidemment quelque chose de fondamental parce que c'est ce que vous enseignez notamment chez Conquistador. Si on s'adresse à tout le monde, on s'adresse à personne. Et devenir très ciblé sur le sujet, c'est juste fondamental pour avoir un business qui décolle. Et un business qui décolle, c'est très chouette, hein, mais l'essentiel de ça, c'est avant tout servir et contribuer auprès d'une cible de personnes précises dont on identifie le problème et pour lesquelles notre offre peut être une solution pour les faire passer à l'état désiré. Donc c'est vrai que c'est une question qui est fondamentale que tu poses en amont. Pour ce qui me concerne, j'ai 2 types de cibles. D'une part, des entrepreneurs qui sont plutôt des indépendants, des solopreneurs qui se lancent dans leur activité et ou qui se sont déjà lancés dans leur activité et qui veulent franchir une nouvelle étape. Et je m'aperçois que j'ai aussi une autre cible qui sont les performeurs et notamment des personnes qui viennent du sport de haut niveau et qui, autant pour les entrepreneurs, ils sont intéressés, intrigués parfois parce que je peux proposer justement sur c'est quoi ces trucs du mindset du sport de haut niveau qu'on peut et qu'on doit d'ailleurs utiliser dans le monde de l'entreprise. Mais j'ai aussi des performeurs et des sportifs de haut niveau, des entraîneurs de sport collectif notamment, qui viennent dans mes programmes pour justement comprendre comment on peut approfondir au-delà de ce qui leur est proposé dans leur propre discipline. Leurs enjeux et leurs problématiques, notamment pour les premiers, les indépendants et les entrepreneurs de petites PME, c'est souvent de mettre de la clarté sur leur propre fonctionnement.
Moi, j'ai déposé à l'INPI le concept de dépassement personnel. Tout le monde connaît le développement personnel. Pour moi, le dépassement personnel, c'est comment je peux faire au mieux avec ma personnalité, mes ressources, mes croyances, mes limites, etc. Et j'ai notamment modélisé un modèle qui s'appelle le modèle VPS du dépassement personnel qui, selon moi, répond bien justement aux 3 enjeux majeurs de mes personas et de mes avatars. Le V pour vision inspirée. Comment est-ce qu'on peut se déterminer un axe, une vision qui nous inspire, qui nous anime, qui nous permette d'aller dans la direction qui va susciter notre intérêt, qui va justement pouvoir nous décliner mission, vision, principes et valeurs et donner du sens à notre activité. En bref, il s'agit de donner du cadre et on peut se rapprocher des théories de Simon Sinek sur le why et le pourquoi pour J'étais en justement... train de me noter ça, Ah oui, justement. évidemment. Mais on est connecté, Pierre, là, on est connecté. Pour justement savoir pourquoi on fait les choses, pourquoi on se lève et quand on est face aux difficultés, pourquoi il est important de continuer. Donc, les aider à mettre de la clarté là-dessus, c'est quelque chose de fondamental pour eux, qui sont, mais comme je l'ai été moi-même à certains moments, parfois tentés avec des shiny objects. Tiens, j'ai envie de tester un peu ce truc-là, puis tiens, je ferai un peu de ci, puis tiens, je ferai un peu de ça. Ce qui n'est pas grave en soi, ça nous fait des apprentissages, mais ça nous fait surtout perdre notre ressource la plus précieuse, qui est celle du temps. Donc, travailler sur la vision inspirée, c'est quelque chose de fondamental. Ensuite, le P, puisque je vous parle du modèle VPS du dépassement personnel, le P, c'est le sujet de la performance engagée. Et comment est-ce que je peux développer un muscle de l'anti-procrastination qui va me permettre, lorsque je suis face au quotidien déjà, de ne pas sombrer dans une des 2 modalités de procrastination. La procrastination, elle existe soit en mode procrastination passive, où là, on la visualise bien celle-là, c'est je suis là et je glandouille. Aucun souci sur le fait qu'on doit à certains moments se reposer et se ressourcer, puisque le modèle du sport de haut niveau d'ailleurs, c'est être très intense dans la performance, mais très intense aussi dans le ressourcement. La procrastination passive, c'est je glandouille alors que je devrais bosser et je ne me mets pas à la tâche. Mais pour les gens que j'adresse et mes avatars, il y a un autre type de procrastination qui se présente et qui est plus majeur et plus problématique, c'est la procrastination active. C'est celle qui consiste à s'occuper ou être activement actif à faire des choses qui n'ont rien à voir avec la vision inspirée dont je parlais avant. Et moi, je sais d'ailleurs que dans ma propre pratique pour développer mon business, je suis malgré tout assez bon en procrastination active, ce qui est une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que je travaille beaucoup, je fais beaucoup de choses, mais mon travail, c'est toujours de me recentrer, de revenir sur, OK, est-ce que ça, c'est indispensable pour me permettre d'aller dans ma vision inspirée ou pas? Et en fait, je déploie des programmes, des sujets. J'ai plein de programmes, plein de choses que j'ai jamais proposées, jamais communiquées, jamais vendues. Et ça, c'est un écueil parce que c'est de la procrastination active. Et donc, pour la performance engagée, c'est bien de différencier ces 2 types de procrastination qui sont des éléments majeurs de mes avatars ou de mes personas et les aider aussi pour rester dans l'engagement dans la performance quand je suis en train de cheminer, de travailler, d'avancer dans mon projet et qu'un obstacle se présente à moi. Qu'est-ce que je fais face à l'obstacle? Est-ce que j'arrête de travailler parce que, oh mon Dieu, c'est trop difficile? Est-ce que je trouve des voies pour passer par-dessus, pour le contourner, pour l'exploser? Est-ce que je prends un temps de recul pour me ressourcer et ensuite y aller? Comment je vis face à l'obstacle, face à l'incertitude, face à l'adversité? Parce que ça aussi, j'ai observé que dans mes personas, ce sont des situations qui font que, ah, obstacle, ok, j'arrête, ou je lâche l'affaire, ou je repars dans une autre direction. Donc ça, c'est quelque chose d'assez majeur. Et puis le S, pour la sérénité incarnée, qui correspond là encore une fois à un enjeu majeur que j'observe dans mes personas, qui est, ok, on est volontaire, on a envie d'y aller, on nous parle de mindset, donc on bourrine, on se brûle potentiellement dans le déploiement de notre activité, dans ce qu'on veut y faire, et on oublie que l'enjeu du haut niveau pour moi, c'est être et dans un niveau de performance le plus élevé possible en fonction de qui on est, de ce qu'on peut réaliser, et parce que c'est pas le 1 puis le 2, et dans un niveau de sérénité le plus maximum qui nous permette de vivre une paix intérieure, quels que soient les événements qui se présentent autour de nous. Et ça aussi, c'est un enjeu parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs ou d'indépendants qui se lancent et qui sont en stress, en tension, en frustration, en frilosité, en excès de surchauffe quand ça se passe pas comme prévu, quand c'est plus long que prévu, quand je m'attendais à signer ça, on m'avait dit oui, mais finalement ça se présente pas. Comment être en paix avec ça? Parce que au plus et au mieux, on gère le couplage de nos pensées internes dans ces moments-là. Au plus et au mieux, on va débloquer en externe justement ces situations-là. Donc, je te fais une longue réponse sur mes personas et dans le même temps, ce qu'il ou elle rencontre.
Et là, je ne t'entends pas, donc je ne sais pas d'où ça vient. Ça vient de moi, j'avais coupé mon micro. Je disais, c'est super, ça me permet de rebondir sur plein de choses, notamment, tu vois, tu parlais de V, de vision, et du coup du why de Simon Sinek. Ça me fait penser à une des personnes qu'on a accompagné il y a quelques semaines, qui souhaitait, qui est venu avec un projet en tant que reconversion professionnelle. Il était, lui, un ancien cadre commercial dans des grandes chaînes, etc. Et puis il venait avec un projet assez cool, hein, au final, de venir aider des start-upers à se lancer, à commercialiser, à trouver des process de commercialisation autour de la fidélisation, etc. Et puis, quand on lui a parlé du why, parce que c'est quand on vient 5 jours en bootcamp chez nous, c'est le why est l'objet de la première journée, d'une journée complète. Sans surprise. Et on lui parle du why, et puis on parle de la différence entre son why personnel, le why de l'entreprise, qui peuvent être parfois très, très alignés et parfois très parallèles. Nous, on est 3 associés chez Conquistador avec Camille et Franck. On a 3 why personnels qui se regroupent au sein de Conquistador, mais pour aucun de nous, le why de Conquistador n'est exactement celui-ci. Mais ça se regroupe et ça se tient, et du coup ça fait que tous les matins on se lève avec la banane et on a envie d'aller un peu performer de manière engagée. Et du coup ce mec-là nous dit, bah moi j'adore la ville, j'adore les espaces urbains, et j'adore le street art, et j'adore quand ces 2 espaces se rencontrent pour rénover les démarches. Mais pourquoi tu veux faire une start-up? Enfin, pourquoi tu veux devenir directeur commercial des start-up en freelance? Enfin, par là-dedans, il avait 45, 50 ans. Si tu le fais pas maintenant, quand est-ce que tu vas y aller? Donc go. Et puis il est reparti avec la banane. Donc travailler sur son why, et il a travaillé avec un grand plaisir toute la semaine. Et en fait, je pense que quand on est dans son why, le travail ne devient plus du travail. Il y a plein de gens qui vont avoir du mal à comprendre, certains start-upers ou certaines personnes où on va te dire tu travailles trop. Mais non, en fait, je m'amuse tous les jours. Donc si je pense à un truc et que j'ai envie de bosser le dimanche à 14h, je vais le faire parce que je m'amuse. Et de la même façon, si le lundi à 16h, il y a des vagues et que j'ai envie d'aller surfer, et que je vais pouvoir y aller parce que je sais que je vais m'amuser tout le temps et travailler tout le temps. Je continue un peu sur ton modèle. Après, j'ai une question autour de ce modèle-là, mais la performance engagée, du coup, ça va super avec ce qu'on vient de dire avec le why. Si tu es sur ton why, tu vas performer, il n'y a pas de souci, de manière assez mathématique. Il y a un autre truc que nous, on met pas mal là-dedans. On appelle, plutôt que de performance engagée, on parle plutôt d'exécution, d'exécuter plein de choses, tester plein de choses pour apprendre et avancer, et être capable de pivoter, etc. Et il y a plein de choses qu'on met là-dedans, et Camille sera content que j'utilise ce terme-là. C'est que nous, on aime bien dire qu'on est des scientifiques autour de ça. Il y a un truc qu'on met, c'est la donnée autour de l'exécution, qui nous permet de tout analyser. Et du coup, de ne pas laisser de place à des peut-être ou des on-dit qui peuvent justement venir influer sur ton mindset, et pas laisser de place à de vanity metrics qu'on appelle, ou avoir des articles dans les journaux, c'est bien, mais par rapport à un entrepreneur, c'est pas une réponse du marché, et c'est pas du business, c'est pas du chiffre d'affaires. La sérénité, c'est un point intéressant, parce que tu dois en avoir énormément de gens où sur ce point-là, ça devient de plus en plus compliqué. Et j'aimerais savoir, autour de la sérénité, comment tu traites. On part sur le postulat que les 2 premiers points, V et P, sont OK. Comment tu traites le fait de la sérénité, du problème de riche, j'ai trop de demandes à traiter, j'ai pas le temps. Et que ça me met dans un stress de pas pouvoir répondre à tout le monde. C'est une très bonne question que tu poses. C'est remettre à sa place, justement. En fait, oui, c'est ça. Moi, il y a un sujet que j'aime, qui me semble fondamental, justement, lorsqu'on est entrepreneur ou qu'on lance notre projet, c'est de devenir un champion de l'imperfection.
Il y a quelque chose qui est catastrophique et qui détruit les hommes et les femmes, et notamment les créateurs d'entreprises, c'est une grave maladie qui s'appelle, mais il n'y a que moi qui l'appelle comme ça, la perfectionnite, l'inflammation de la perfection, où on voudrait que tout soit parfait, on voudrait que le monde soit différent. Et tu vois, typiquement, dans l'exemple que tu donnes, voilà, j'ai trop de sollicitations, trop de sujets, et je ne sais pas comment je vais pouvoir y répondre. On est exactement dans ça, parce qu'en fait, le vrai sujet, c'est de la façon que on a toujours une situation qui est face à nous, et elle est toujours neutre. Et c'est notre regard sur la situation qui va nous permettre d'y répondre. Prenons cette situation qui est là. Allez, j'ai 50 sollicitations aujourd'hui et j'ai 24 heures pour y répondre. Partons de ce principe-là. Alors, monsieur A qui est ici et qui va se dire, c'est celui que tu évoques. Oh là là, je ne vais pas avoir le temps d'y répondre, ça va être compliqué, etc. Et on va voir monsieur ou madame B qui va être ici en mode, très bien, 50 situations à répondre, j'ai 24 heures dans mon temps, allons-y. La situation, elle est neutre. Les pensées qu'on va choisir d'aborder là sont différentes. Découlent des pensées les émotions. C'est la catastrophe, c'est le stress, c'est vraiment du gâchis. Si je réponds pas, ça se trouve, je passe à côté de grosses commandes, je pourrais pas déployer. Ici, émotion, gratitude pour ces 50 situations qui viennent là, qui vont m'aider à cheminer, qui sont une preuve de réponse du marché, donc de réussite de ce que je fais, qui m'aident à avancer. Ensuite, de l'émotion découle l'action. Oh là là, je bourrine, j'y vais vite et j'essaie de faire au mieux, mais comme je suis stressé, je suis pas dans la bonne énergie, je suis pas dans l'efficience. Ici, je traite au mieux, j'essaie de voir comment je vais faire. J'en profite pour me consacrer 3 heures de la journée parce que c'est le moment de le faire pour structurer, recruter, mettre en place des process, déléguer, etc. Ce qui va pas m'aider à gérer les 50 du jour, mais ce qui va m'aider peut-être à gérer les 100 de demain, etc. Et ensuite, c'est là qu'on arrive aux résultats, aux data ou aux données que tu amènes, avec ici quelqu'un qui va être individuellement épuisé face à la tâche et peu productif. Et ici, quelqu'un qui aura peut-être moins réalisé. Imaginons que celui-ci, il en a traité 30 dans l'exemple qu'on donne. Ici, peut-être que j'en aurais traité que 20, mais je serais plus serein. Et c'est pour ça que pour moi, tu vois, je disais tout à l'heure, c'est et la performance de haut niveau et la sérénité. Je serais serein d'avoir fait ces 20 parce que j'ai aussi consacré de mon temps précieux à structurer pour me permettre de mieux aller vers les autres. Et pour moi, être un champion de l'imperfection, c'est avoir à l'esprit que done is better than perfect. Fait, c'est mieux que parfait, parce que la perfectionniste dont je parlais, elle nous amène deux énergies. Elle nous amène d'abord une énergie de crispation. Comment je vais pouvoir donner le meilleur de moi-même quand je suis crispé? Un sportif de haut niveau ne sait pas faire ça. Un enfant ne sait pas faire ça. Un start-upper non plus. Et quand je suis dans le mode perfection, il faut absolument que j'arrive et que je fasse ci, etc., je ne peux pas déployer ce que j'ai à déployer pour aller potentiellement vers le flow, qui est un concept que tu connais, qui nous vient du sport de haut niveau notamment. Donc, énergie de crispation dans le perfectionnisme ou la perfectionnite, mais également énergie de l'immobilisme. Ah ouais, mais si j'y vais, ça ne sera pas parfait, donc je préfère ne pas y aller, pas bouger et être là à me torturer le cerveau plutôt que d'y aller. Or, nous, on en a plein. Ouais, mais on en a plein, et si on est honnête avec nous, et moi je le suis avec moi comme tu l'es sans aucun doute, on est passé par ces étapes-là. Moi, je suis passé par ces étapes-là, notamment pas trop l'énergie de l'immobilisme dans mon cas, mais l'énergie de la procrastination active dont on parlait tout à l'heure, et l'énergie de la crispation qui faisait que du coup, je faisais pas les choses dans la fluidité. Et en fait, c'est cette personne que tu évoques, là, il y a plein de choses à gérer, comment je vais faire. Pour moi, un des outils, c'est de se mettre au-dessus de moi et d'observer quelle est la nature de mes pensées. Puisque tout à l'heure, je disais situation, pensée, émotion, action, résultat chiffré. Quelle est la nature de mes pensées? Et de me poser des questions. Les pensées que je suis en train d'avoir, les phrases, les paroles, les histoires que je suis en train de me raconter, est-ce qu'elles sont de nature plombante, en mode « Oh là là, c'est pas vrai, c'est compliqué, je vais pas y arriver », ou est-ce qu'elles sont de nature soutenante, challengeante? C'est cool, purée, 50 personnes à répondre. Je sais pas comment je vais faire, mais qu'est-ce que c'est cool et qu'est-ce que j'aime régler ces problèmes-là. Et c'est aussi retomber en amour avec le problème. Parce que notre job d'entrepreneur, c'est de régler des problèmes à longueur de temps. Et c'est pas du tout un truc négatif, ça, parce qu'on pourrait se dire, ah ouais, tu te comprends, c'est gérer que des problèmes. Quand tu as des salariés, c'est gérer leurs états d'âme. Quand tu as des prospects, c'est gérer leur validation. Quand tu as des clients, c'est gérer la livraison, le retour. Mais ce sont des problèmes magnifiques. Moi, j'ai connu une période dans ma vie, juste après les années de DTN adjoint à la Fédé et entre deux lancements vers le fait de devenir entrepreneur, où je me suis retrouvé sans activité. C'est un vrai problème. Sans activité, subi, non choisi, sans ressources mobilisables pour faire vivre ma famille, ça, c'est des vrais problèmes. Et en réalité, quand on a des problèmes... bon, en ce moment-là, j'ai énormément de sollicitations, mais énormément, donc beaucoup de choses à formaliser dans la finalisation de l'offre, dans la planification, etc.
Et je me surprends moi-même des fois à dire « Oh purée, oh non, là j'ai ça à faire, ah ben non, j'ai encore tout ça ». Et très vite, je me corrige. Et c'est important de se corriger parce que pour moi, de la communication de nous avec nous influera la communication avec les autres. Donc je me corrige tout de suite en disant « Ok, c'est cool Nico, c'est cool. Là, il y a des offres et des propositions que je devais envoyer. Je sais qu'elles vont être validées, simplement il me faut le temps de les formaliser, de les envoyer. Je avais prévu de les faire en début de semaine. J'ai consacré un peu de temps hier, le 14 juillet. C'est pas encore prêt et je sens que ça partira au mieux demain ou lundi. And so what? Et alors, ça va aller et ça va bien se passer. Et c'est par rapport à toujours cette personne qui se dit comment je vais faire avec le temps, encore une fois, de revenir à l'outil des priorisations de nos tâches et de nos engagements. Typiquement, là, j'aurais pu considérer que, oh ben non, finalement, Pierre-Alain, tu vois, cette heure-là, de 17 à 18, je pourrais la consacrer à faire autre chose. Non, tu donnes un engagement, tu le positionnes, tu l'assumes derrière, et tu feras ce que tu as à faire derrière. Et c'est en étant dans cette congruence-là qu'on arrive à être justement le plus possible dans cette sérénité, puisque c'était le sens premier de ta question. Yes. Et quoi qu'il se passe à l'extérieur. Et tu vois, là, je voudrais rebondir sur ça aussi, la sérénité incarnée, où c'est fondamental que c'est quoi qu'il se passe à l'extérieur. Je vois des entrepreneurs dire depuis plus d'1 an et demi, le Covid ceci, le gouvernement cela, et ceci et cela, et on est contraint et on ne peut pas y arriver, etc. C'est une façon de penser. Je ne critique pas les gens qui pensent comme ça. Ils font ce qu'il est possible de faire avec leur niveau de conscience. Mais quand on fait ça, on se déresponsabilise. Et la sérénité incarnée, c'est regarder en toute situation, est-ce que je peux agir sur la situation? Oui ou non. Si je peux agir, je dois intensément agir. Si je ne peux pas agir, je dois changer mon regard sur la situation. C'est la seule chose que je puisse faire pour pouvoir œuvrer différemment. Et quand on est dans ce mindset-là, est-ce que je peux agir? Et des fois, dès lors qu'on est dans les attributions causales externes, c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres, du gouvernement, du concurrent, de telle entreprise, de tel financement qui devrait arriver dans ma startup qui n'arrive pas. On ne se donne pas la possibilité d'agir. Parce que c'est comme c'est la faute des autres, je ne peux pas agir dessus. Mais dès lors qu'on prend pleinement notre place en mode il y a ça qui se passe, tel obstacle, on en revient sur l'obstacle devant la performance engagée de tout à l'heure, comment je peux contourner, franchir ou prendre un autre chemin? Là, on ouvre notre cerveau créatif et on arrive à trouver des chemins sur lesquels on peut y aller nous-mêmes. C'est pour ça que pour moi, ils sont vraiment très corrélés, ces VPS, dans la plus grande performance vers la paix intérieure, justement. Top, top. J'adore le fait que tu parles de performance pour un entrepreneur parce que tu me connais. Pour ceux qui nous regardent, j'ai quand même j'ai un passé un petit peu sportif et du coup moi je vois tous les jours et c'est un de mes combats d'entrepreneur et d'ex-entraîneur de transmettre et d'emmener des gens avec nous. Et je fais tout le temps des parallèles entre l'équipe de sportive, l'équipe de l'entreprise finalement il y a certaines notions que peuvent être parfois un peu la solitude de l'entrepreneur, etc., qu'on retrouve quand on est entraîneur et c'est des choses qui m'ont beaucoup appris le fait d'entraîner et notamment d'entraîner des jeunes et des jeunes filles où c'était psychologiquement des choses super intéressantes à gérer. Je veux juste finir parce qu'on a beaucoup parlé de mindset et j'aimerais bien qu'on parle justement un petit peu de leadership parce qu'on a les deux pendant dans cette heure à gérer et puis qui sont intéressantes à discuter avec toi. Je veux juste, comment tu as construit ce modèle? Est-ce que je ne doute pas que ce soit face au marché que tu pouvais adresser qu'il est né et que ça a avancé. Ouais, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a fait germer tout ce concept? Ouais, c'est vraiment, et de toute façon, c'est la seule solution qu'on a. Et quand je dis on, c'est la communauté que tu représentes, les gens qui regardent cette vidéo et toutes les personnes qui veulent entreprendre. Faire un business ou entreprendre, ça n'est que répondre à un besoin. Ça n'est rien d'autre. Et au départ, moi, j'étais en mode, tiens, il y a des sujets qui m'intéressent. Mais si ça m'intéresse moi, c'est bien beau, mais si ça intéresse personne d'autre, on va pas pouvoir en faire grand-chose. Donc, ça n'est que identifier des besoins, alors des besoins et des attentes, parce qu'on est toujours focus dans l'entrepreneuriat et la construction des startups sur la réponse à un besoin. Un besoin, c'est oulala, si j'ai pas ça, je suis mal. Mais il y a aussi des attentes. Le commerce, par exemple, aime à nous travailler d'un point de vue marketing sur des attentes.
Je peux me balader, aller dans un magasin de vêtements pour hommes et j'ai pas de besoin véritable. J'ai des pantalons, des t-shirts, tout ce qu'il faut. Et on va jouer sur mon attente de ah là là, je me sentirais bien dans ça, je me sentirais beau dans ça me parle, etc., etc. Donc on a à connecter sur ces deux sujets-là. Et effectivement, le modèle, moi, je l'ai formalisé en observant toutes les personnes que j'accompagne. Euh, et c'est ça qu'on doit forcément encourager les gens à faire. Observer les douleurs, souffrances, manques des gens du marché que vous voulez apporter. Connecter à quelles sont leurs ambitions, leurs envies, leurs fantasmes, leurs idéaux. Et voyez, avec éthique évidemment, si vous êtes la bonne personne, c'est important de le rappeler. Parce qu'il y a vraiment, et je vois beaucoup d'arnaqueurs, notamment parmi les business coachs qui te promettent des x10 dans ton chiffre d'affaires, etc. Et j'ai moi-même été participant dans des programmes comme ça pour voir ce qu'il en était de l'intérieur. Si la solution, si je sais que je peux, sur la base de mes apprentissages, proposer une solution qui va permettre de passer de l'état A, douleur, besoin, souffrance, à l'état B, idéal, envie, de pouvoir faire ce chemin-là. Et comment j'ai formalisé ça? En fait, c'est sur la base de mes expériences. Quand j'étais à la Fête Basket, j'ai mis en place les premiers programmes, les esquisses de programmes de préparation mentale sur le sujet. Quand moi-même j'ai entrepris, et quand je vous ai parlé, j'ai été rapide tout à l'heure, mais quand je vous ai parlé de la première chaîne de restaurants sur la thématique du sport, je l'ai mise en place et ça n'a pas fonctionné. Du coup, j'ai moi-même provoqué la DCP, la déclaration de cessation de paiement, puis la liquidation judiciaire. Donc, ça m'a beaucoup appris aussi sur comment moi je fonctionnais et comment les entrepreneurs pouvaient fonctionner dans ça. Et puis, comment est-ce qu'on construit son modèle sur la place, sur la part des besoins des gens que l'on peut accompagner. Pour moi, c'est travailler sur une double base qui est celle de nos compétences et de nos appétences. Nos compétences, c'est ce qu'on sait faire. Moi, ce que je sais faire n'est pas ce que tu sais faire, même s'il y a des choses en commun entre nous, mais tu as des expertises que je n'ai pas, j'en ai que tu n'as pas. Et parmi les gens qui suivent le programme, on n'a pas tous les mêmes compétences. Et là, je ne parle pas de compétences nécessairement structuration, business, entreprise ou marketing, mais bien des savoirs, connaissances, puis savoir-faire qu'on a pu mobiliser dans les années dans lesquelles on était jusqu'ici. Pour reprendre l'exemple du monsieur que tu évoquais tout à l'heure, qui il a été jusqu'ici et qu'est-ce qu'il sait faire. Donc, c'est identifier quelles sont nos compétences. Moi, j'avais toujours travaillé sur le management, le leadership, la prépa mentale en sport de haut niveau, etc. Donc, c'est qu'est-ce que je peux faire de ces compétences-là, couplées donc aux appétences. Appétence, c'est la même racine étymologique que l'appétit. Et donc, plutôt que le savoir-faire, ce que je sais faire pour les compétences, c'est ce que j'aime faire. Et trouver justement quels peuvent être les croisements. Donc, on peut regarder du côté de l'ikigai ou de ces modèles-là pour essayer de travailler sur qu'est-ce qui, moi, va me plaire, dans lequel je vais prendre du plaisir. Comme ça, quand justement je suis dans la difficulté face à des choses qui se présentent, qui sont imprévues, je continue à être engagé dans la performance. Qu'est-ce que je sais faire? Et il y a au milieu de tout ça, évidemment, de quoi le monde a besoin. Et ce que j'ajouterais pour aller vers le modèle de l'ikigai, est-ce que les gens sont prêts à payer pour mon service? Et pour moi, notre modèle, et les gens qui regardent cette vidéo, si vous voulez construire votre modèle, c'est toujours d'avoir ça en toile de fond. Parce que la tentation, comme l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est la liberté et l'autonomie, et c'est souvent pour ça qu'on y va. La tentation, et le défaut dans le même temps, c'est de se faire plaisir. Mais on n'est pas là pour se faire plaisir. On est là pour s'appuyer sur nos compétences, sur ce qui nous fait plaisir à travers les appétences. Et comme on a ces compétences et qu'on doit, selon moi, notamment dans les métiers des services, du conseil, etc., apporter notre expertise, donc développer de la pédagogie pour pouvoir le faire, là, on va pouvoir construire une méthode qui s'appuie sur ces fondements-là. Pour moi, c'est fondamental. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça que je l'ai fait. Tout à fait, tout à fait. Hyper aligné on n'est pas forcément là pour se faire plaisir. Par moment et souvent, l'entrepreneuriat, ça fait mal. Même si c'est une super belle aventure à la fin. J'avais dit déjà sur ma boîte précédente, je me souviens d'une vidéo à la sortie d'un pitch où on nous demandait si j'avais des conseils à donner à de jeunes entrepreneurs qui voulaient lancer. Et j'avais répondu allez-y, c'est pas facile, ça va être hardcore, vous allez prendre des bâtons dans la tronche, mais à la fin ça vaut le coup. Et je regrette toujours pas ces phrases-là, malgré moi aussi avoir arrêté une boîte. En plein Covid, à cause d'eux ou pas,
C'était le moment. Ouais, et je vais plus loin, Pierre-Alain, à cause de toi. Bien sûr, bien sûr. On travaille À sur des cause motifs à de cause de toi, tout comme moi, c'est à cause de moi, ma liquidation judiciaire. Ça nous aide. complètement. Se dire ça, ça nous aide. Le Covid nous aide à nous dire ça aussi. Complètement, complètement. C'est totalement. J'ai une énorme part de responsabilité là-dedans. Avec des associés que j'avais à l'époque, on était plusieurs. On est une équipe. On a gagné des choses ensemble. On a perdu ensemble. Et maintenant, on fait tous autre chose. Et ça nous a permis d'apprendre énormément, surtout parce que parce que euh, j'aime pas forcément. J'aimerais penser le contraire, mais malheureusement, je n'y arrive pas. Mais je pense on apprend beaucoup plus dans la défaite que dans la victoire. La victoire, elle fait du bien et elle donne envie de se remobiliser et d'avancer. En fait, elle nous construit et elle nous fait empiler des cases et des briques dans nos connaissances. Je peux réagir à ça? Vas-y, bien sûr. Euh, on apprend des deux. Si on est capable de ne pas laisser les émotions prendre le pas dans les deux situations, victoire, défaite ou échec, C'est succès. vrai. Ce qui fait que parce que dans la défaite, le principe, moi j'ai un adage qui est de rester digne dans les défaites et d'être fier dans les succès. Parce que dans les succès, on pourrait considérer que c'est bien, qu'on n'en a rien à apprendre, etc. Or, on a un retour d'expérience à effectuer, selon moi, autant que dans l'autre cas, non pas en mode je suis trop fort et avec un ego surdimensionné, mais en mode quels sont les éléments que j'ai mis en place et qui sont dans mon pouvoir d'action, dans ma maîtrise, pour que je puisse les renouveler. Donc ça, pour moi, c'est fondamental dans la victoire ou dans le succès. Et souvent, on oublie ça. On s'occupe à célébrer ce qui est très bien, mais on oublie ça. Et dans la défaite, c'est d'identifier de la même façon quels sont les éléments qui sont pleinement de ma responsabilité et si je devais le refaire, sur lesquels je pourrais agir différemment pour que ça m'aide sans se plomber en énergie à nouveau, mais d'être capable de regarder les deux. Parce que tu sais, pour moi, c'est important qu'on ne polarise pas, on travaille plus sur le négatif, on oublie le positif, ou on est dans la psychologie positive et on oublie ce qui est négatif. Les deux sont neutres, et c'est simplement qu'est-ce que je peux faire de l'un et qu'est-ce que je peux faire de l'autre. Et par rapport à un autre élément que tu disais juste avant, le conseil que tu donnais à ces jeunes sur, ben oui, je vais dire un gros mot, hein, on en chie, des fois il y a des moments très difficiles, etc. C'est, ça ramène à un des modèles que j'ai développé qui s'appelle le modèle des 3 A. Le premier, c'est s'autoriser. Le premier A, s'autoriser à voir grand. Le deuxième, c'est accepter le prix à payer, parce qu'il y a toujours un prix à payer lorsqu'on est dans l'entrepreneuriat et le fait de se lancer, notamment de lancer une start-up. Et le dernier, c'est le passage à l'action avec des choses particulières. Il y a différents types de façons de passer à l'action. Mais dans accepter le prix à payer, c'est qu'il y en a un. Et je pense que c'est important qu'on dise bien ici qu'on n'est pas obligé de se brûler et de souffrir pour réussir. Par contre, on doit anticiper qu'il y aura des prix à payer, qu'il y aura possiblement des moments très chauds, très difficiles et très douloureux, mais que c'est pas une contrainte ou une nécessité et que pour moi, c'est à la fois l'acceptation qu'il y en aura, tout comme il y aura des moments de joie et d'enthousiasme. Et tu vois, encore une fois, l'idée d'embrasser les deux polarités. C'est vrai. C'est vrai, je rebondis sur ce dont tu parlais dans les victoires, de rester, d'être fier, mais de ne pas succomber à l'ego, Oui. qui est une notion pour nous dans l'entrepreneuriat qui tue les entrepreneurs, l'ego, et qui empêche justement de voir quelles sont ses propres responsabilités, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. Enfin, souvent, c'est beaucoup plus facile de voir ses responsabilités dans la victoire que dans la défaite. Et pour casser ça, nous, quand tu viens en stage chez nous, on a une poubelle à ego. Ah, excellent. J'adore. Dans notre villa, on a une poubelle vraiment. On a designé une poubelle à ego et tu viens, tu prends une feuille avec marqué mon ego et tu le mets dedans en arrivant chez nous. Et ça permet de tout de suite casser ça. Et puis dès qu'il y a quelqu'un qui commence un petit peu trop à s'enflammer, ça m'arrive régulièrement. Mais ça nous arrive à tous. Si on est honnête, ça nous arrive à tous. Les autres sont là pour nous dire d'aller se mettre un petit peu au coin dans la poubelle. Et ça fait du bien. Du coup, c'est vrai que c'est une notion hyper importante dans l'entrepreneuriat et à garder en tête de pas mettre d'ego en fait. Et c'est vrai que je reviens sur un point dont je parlais tout à l'heure. La donnée te permet de casser ça. Ah, très juste. La donnée et les chiffres sont pragmatiques. Il y a aucune interprétation
ça ne laisse pas de place à l'émotion. Le retour du marché, la donnée, les chiffres viennent dire ça marche ou ça fonctionne ou ça marche pas. Je pense notamment, moi, j'ai un sujet qui m'est très cher, c'est le branding, le design, par exemple. Et quand je vais donner des conseils à quelqu'un, j'essaye de ne pas être dans le jugement, de dire j'aime ou j'aime pas. J'essaye de donner des points tangibles, de dire ça fonctionne et ça ne fonctionne pas parce que si je mets du gris clair sur du blanc, bah ça fonctionne pas parce que ça se voit pas. On peut pas le faire. C'est pas une histoire que j'aime ou pas, ça ne marche pas. Je voudrais bien rebondir, si tu veux bien, à nouveau sur l'ego, qui est un sujet majeur. Bien sûr. En mode, pour moi, il ne s'agit pas de le combattre, il s'agit de l'observer surtout. Dans ma façon, hein, dans mon mindset de gagnant à moi, c'est on y met de la conscience et on l'observe parce que si je veux combattre l'ego, je lui donne de la force et il devient encore plus puissant. L'ego, c'est vraiment cette structure en nous qui est là pour nous permettre de végéter et de survivre, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et avec un de mes coachs, je lui posais la question, je lui disais, tu vois, je travaille tous les jours et je veux vraiment travailler et faire ce chemin qui me permette de devenir la référence en francophonie sur le mindset. Et je lui disais, et en même temps, quand je dis ça, je me dis que c'est une manifestation de mon ego, donc c'est un souci. Et là, il m'a répondu, c'était vraiment super, il m'a répondu, il me dit, et alors, c'est pas un problème? Bien sûr que c'est ton ego. Oui, Nico, c'est ton ego. Donc, ok, accepte que ça soit ton ego. Ton ego peut t'aider à franchir des étapes, sauf s'il prend la maîtrise de toi. Et si du coup, on bascule de cet ego qui est là pour t'amener des idées, etc., et t'empêcher d'être dans ce passage à l'action qui va te permettre d'avancer. Et en fait, c'est aussi d'être observateur chez nous de comment se manifeste l'ego. Parce que l'ego, il a plein de façons de se manifester. Par exemple, quand on est constamment ou souvent offensé par ce que disent les autres, c'est une manifestation de notre ego. Quand on veut toujours vouloir gagner, c'est une manifestation de notre ego. Parce que par principe, puisqu'on n'est pas des perfectionnistes, on ne peut pas toujours gagner. Quand on veut toujours avoir raison, c'est une manifestation de notre ego. Quand on veut en avoir toujours plus, et quand on est entrepreneur, moi je sais que celui-ci, là, il est très présent chez moi, le fait d'en vouloir toujours plus, c'est une manifestation de notre ego qui nous empêche de progresser, d'évoluer. Et en fait, une autre manifestation de l'ego, c'est quand on s'identifie à nos accomplissements. Et tu vois, quand tu parles des données, des datas, des résultats, c'est important aussi pour moi de les distinguer de nous. Parce que si j'ai des données, des datas de réussite qui cartonnent, et si j'en fais, je suis donc mes données et je suis donc quelqu'un d'extraordinaire, hyper successful, à la fois c'est précieux que je me sente dans l'abondance, dans l'épanouissement, dans l'accomplissement, mais je ne suis pas mes données non plus. Parce que si pour X raison elles refluctuent, là je suis à ramasser à la petite cuillère. Et c'est vraiment retrouver quels sont ces indicateurs de l'ego qui viennent, comment j'y mets de la conscience, comment quand il se présente à moi je souris. Je trouve que votre idée de la poubelle est intéressante, on le remet là, mais en réalité on sait qu'il va ressortir de la poubelle et qu'il va revenir là, et on s'en rend compte, et on le combat pas, simplement plus je joue et je le traite avec douceur, au moins il aura de puissance pour venir m'empêcher d'évoluer et de m'élever vers ce que je veux faire, que ce soit à titre personnel, pour le coup spirituel, et également business. Exactement, parce que de toute façon, il faut qu'il ressorte, parce que je suis d'accord avec toi, l'ego, il est très proche de la fierté, et il est très proche de la conviction. Le seul problème de l'ego, c'est quand il se rapproche, quand il s'écarte de la conviction et qu'il va vers les certitudes. Pour moi, j'aime beaucoup faire le parallèle entre ces deux valeurs que sont la conviction et la certitude. Quand on est entrepreneur, on peut être plein de convictions et il faut en avoir et en avoir à fond dans son produit, dans son marché, être convaincu qu'on va réussir, c'est hyper ok. Avoir de l'ambition et être convaincu qu'on va aller à la hauteur de ses ambitions, il faut le faire, sinon on n'y va pas et sinon on trouve pas les ressources pour y aller. Par contre, en être sûr, c'est ce qui va nous faire vraiment nous arrêter, parce que si je suis sûr de moi, j'ai rien à faire parce que je suis là en fait. C'est ça que tu dis très très bien, je trouve, c'est ne jamais avoir de certitude. Faut faire attention aux certitudes au pluriel qu'on peut avoir. Je peux ressentir de la certitude que je suis quelqu'un d'engagé, que j'y arriverai, que je travaillerai, etc. Ce qui se rapproche de ce que tu appelles la conviction. J'aime beaucoup la façon que tu as de le présenter. Mais c'est ne jamais avoir de certitude, parce que avoir des certitudes, c'est l'ego qui nous amène ça. Et c'est surtout, le monde est tellement changeant. Qui pouvait dire il y a 2 ans que pour le business, ça serait comme c'est maintenant? Que ça soit
en chute pour certains, que ce soit en boom pour d'autres. On ne pouvait pas avoir de c'est clair. certitude là-dessus. Et c'est juste rappeler qu'on est dans un environnement qui est VICA, et le fait qu'il soit VICA nous empêche d'avoir tout type de certitude par principe. Le fait qu'il soit VICA, ça nous rappelle juste qu'il est volatile, notre environnement, et l'environnement business l'est évidemment. Il est plein d'incertitudes, il est plein de complexité et il est plein d'ambiguïté. D'où l'intérêt de laisser les certitudes de côté. Je suis pleinement en phase avec toi. Top, au top. Je te propose qu'on mette un point sur le côté un peu mindset et tout ce dont on a parlé. Bon, même si ça vient, ça va continuer à venir à travers la discussion parce que ça peut pas être complètement décorrélé. Tu nous as parlé tout à l'heure de manager, de leadership, etc. Je voudrais savoir un peu ce que tu peux nous dire autour de ces valeurs-là, de qu'est-ce que tu fais. Moi, j'ai un avis assez tranché sur le manager et le leader. Je pense que tu m'en as pas mal partagé de notre expérience commune. Mais je voudrais savoir où t'en es parce que tu peux évoluer par rapport à ça et savoir quel est la différence, les similitudes, ce que tu en penses et qu'est-ce que tu vois de ça. Pour moi, indéniablement, dans une forme de hiérarchie d'entreprise d'un côté, mais aussi de hiérarchie au sein même de ce qu'est le leadership, on a le manager qui est en dessous et on a le leader qui est au-dessus. Clairement, pour moi, le rôle du manager, il est là pour définir des objectifs, organiser le travail pour que les objectifs soient atteints. Un manager, c'est quelqu'un qui va donner des directives claires, précises, pour que les différentes tâches elles soient réalisées en respectant des dimensions de budget, de délai, de ressources disponibles, etc. Et un manager, c'est quelqu'un qui doit savoir fixer des objectifs, déléguer, faire confiance, être à l'écoute de son équipe, etc. Pour ce qui est d'un leader, pour moi, un leader, notamment dans une entreprise, c'est pas un statut, mais c'est plus une reconnaissance. C'est-à-dire qu'on peut pas se décréter leader, on nous reconnaît le statut de leader. Et dans l'univers sportif, on a parfois des leaders dans les équipes de sport collectif qui sont pas les plus grandes stars en termes de performance. Et pour moi, le leader, c'est quelqu'un qui fait part de plus grande qualité que ce que je disais tout à l'heure sur le manager, je fixe des objectifs, je suis leur mise en application, etc. On doit vraiment trouver dans le leader une qualité d'intégrité, quelqu'un qui est honnête, sincère, qui inspire la confiance et la loyauté. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement indispensable pour un manager. C'est bien sûr mieux de l'être, mais ce n'est pas indispensable pour un manager, en tout cas tel que je le définissais avant. C'est quelqu'un qui a un très fort sens de la communication, qui sait parler pour défendre des idées, qui sait aussi négocier, résoudre des conflits, mais avant tout, qui sait écouter. C'est quelqu'un, justement, un leader pour moi qui a une vision, d'où le fait qu'on commence bien dans mon modèle sur la vision inspirée avant, qu'on sache où on veut aller. C'est quelqu'un qui est prêt à prendre des risques, mais plus important que tout, d'assumer les risques derrière. Et c'est quelqu'un qui est pleinement là pour assumer ses responsabilités, notamment quand ça se passe pas bien. Donc moi, j'y vois ce type de différence-là avec des choses comme le fondement d'un rôle de manager, c'est d'être dans la stabilité. Le fondement d'un rôle de leader, c'est d'aller vers le changement. Un manager, il serait plus là, par exemple, aussi pour prendre des décisions, alors qu'un leader, il pourrait aider à faciliter des prises de décision. Et il y a plein de choses différentes là-dessus. Un manager, sur la question de l'action, il serait plus réactif quand le leader sera plus proactif. Et le manager, lui, il accorde plus d'importance aux résultats, alors que le leader, il sera sur la réussite qui comprendra et les résultats et l'épanouissement des troupes. Donc, c'est ça que j'aurais envie de te répondre à cette question. J'étais en train de me noter... moi, je suis tout à fait aligné. Ce que j'aurais envie de dire avec ça, c'est que pour moi, un manager, il fait exécuter. Un leader, il donne envie d'exécuter. En gros, le manager n'est entre guillemets là que pour faire en sorte que tout le monde aille dans la vision du leader, mais tout le monde a envie d'y aller parce qu'un bon leader, il va donner envie à tout le monde d'aller dans son sens. Et souvent, je pense même, certains leaders sont de très mauvais managers.
Et justement, tu parlais de communication par rapport aux managers, même de très mauvais communicants. Je vais prendre un exemple d'un très grand leader de ce monde qui est Elon Musk, Oui. qui a été capable de dire à un de ses employés: «T'étais où hier?» «Bah, j'étais à la naissance de mon fils.» «Et donc ton fils est plus important que de voyager sur Mars?» «Oui, donc tu n'as rien à faire ici, tu t'en vas.» Hmm. Et ça peut paraître très 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 choquant. Le fait est que les cartes, quand on vient travailler chez SpaceX, les cartes sont claires. C'est la cause avant tout et pour devant tout et machin. Et que finalement, il a pris personne en traître, hein. Il a exécuté, il a mis en œuvre les règles qu'il s'impose et qu'il impose. Mais en termes de management, c'est quand même assez discutable en termes d'humanité. Hmm. Mais donc voilà la grande différence. Et je voulais rebondir aussi sur un truc, c'est que je pense tu peux être un leader dans un groupe et pas dans un autre. Ok, oui, tout à fait. Et je peux prendre un exemple assez que tout le monde va voir et qu'on voit tous depuis quelques années, enfin pour la majorité en tout cas depuis quelques années, dans le football, où Paul Pogba Hmm. est un joueur de Manchester United, est un grand leader en équipe de France. Absolument. Oui, le contexte Et, joue euh, beaucoup. et c'est assez intéressant. Et je pense que on peut aussi y faire des parallèles par rapport à une entreprise ou une autre, ou dans certains groupes, dans certaines équipes, on va être plutôt leader et dans d'autres, plutôt juste, entre guillemets, un acteur. Et je pense que c'est important, et parce que je pense que justement en termes d'ego et de fierté, de passer d'un statut un peu de leader à un statut de simple membre, Hmm. ça peut être un peu compliqué à gérer. Mais je pense que ça peut être intéressant de le voir comme peut-être un peu du repos aussi, Ouais, parce que être un leader, c'est quelque chose qui est usant c'est à énergivore, ouais. force. Hmm. C'est très énergivore parce que bah, les gens se reposent sur nous. Les gens nous sollicitent énormément, et passer des moments à être juste acteur, voire figurant, parfois ça peut aussi faire du bien. Je sais que quand j'ai terminé, alors je sais pas, et ce serait pas à moi de le dire justement, de dire que j'étais un leader ou pas dans mon entreprise précédente. J'en étais un des fondateurs et le président, mais est-ce que j'étais suffisamment un leader ou pas? Faudrait interroger les gens avec qui je travaillais pour en parler, ou les gens que j'ai côtoyés. Mais en tout cas, d'avoir ce rôle qui était un rôle quand même assez médiatique, d'être devant, tout le temps sur l'avant de la scène, tout de suite, la première chose que j'ai recherché, ça a été je vais me ranger Hmm. dans une entreprise Hmm. et me reposer un peu l'esprit. Le fait est qu'on s'est rencontré avec Camille et que ça a volé en éclats en quelques minutes. Mais vraiment en quelques minutes où ça a fité et on s'est dit bon, on va sauver le monde et sauver les entrepreneurs avec notre expérience. Et c'est cool. Mais c'est vrai que ce changement de statut, il faut aussi l'accepter, je pense. Ouais. Et on fait un parallèle avec l'ego, Ben, moi, ça me justement. parle parce que moi-même, je déploie mon propre mastermind. Donc, je suis le leader du mastermind de mon programme. Mais dans le même temps, je suis participant de différents types de mastermind avec l'idée qui est la suivante. Pour moi, je dois absolument être dans des programmes dans lesquels je suis dans la moitié inférieure en termes de volume de business, en termes de connaissances, en termes d'expérience, etc. Et le fait de me trouver dans cette deuxième moitié-là, soit je pourrais le vivre en mode ah bah là je rayonne pas, bah là on me dit pas que ce que je fais c'est extraordinaire, mais je le vis vraiment en mode c'est magnifique parce que du coup je vais aller chercher d'autres personnes qui vont m'inspirer et qui vont m'aider à progresser. Et c'est juste une question de gestion de l'ego parce que je peux aller dans des programmes où je suis entre guillemets la star. Mais du coup, si je fais ça, je vais pas pouvoir évoluer et avancer. Par contre, mon ego va être très content puisque lui, son enjeu, c'est que je végète. Et en fait, l'idée, c'est aussi d'accepter l'idée d'aller se confronter soit dans des environnements qui ne sont pas purement les nôtres, qui sont un peu différents, soit qui sont sur un statut haut niveau que le nôtre, parce que ça va nous aider à nous élever et à aller mobiliser des réflexions, des pratiques qu'on n'aurait pas si on est dans cet environnement de confort dans lequel on est.
Et pour rebondir sur ce que tu disais sur Elon Musk, ça ramène aussi au fait que de plus en plus, tu vois, là on est sur leader-manager, mais il y a aussi une différenciation à faire entre les visionnaires et les intégrateurs dans les entreprises. Les visionnaires sont souvent ceux qui sont les fondateurs, qui posent, qui ont la vision, qui savent où ils veulent aller, mais le reste, ils ne sont pas doués dans le reste. Et les intégrateurs sont souvent ceux qui sont là pour être le ciment qui unit les personnes, les processus, les systèmes, qui aiment mettre de l'huile dans les rouages. À l'évidence, celui dont tu nous parlais, il est de la première catégorie des deux. Et c'est ça aussi, sûrement, je ne sais pas le dire pour vous, mais tu me dis, vous êtes 3 associés dans les Conquistadors. Avoir une vision commune pour l'entreprise, mais à la fois des visions personnelles et surtout des profils visionnaires, intégrateurs, etc., complémentaires, c'est la richesse des entreprises, en fait. Bien sûr. Je pense que pour Conquistador, on a effectivement on a Camille qui est le visionnaire principal de Conquistador. Franck et moi, on va avoir un profil un peu plus hybride de visionnaire intégrateur, on va dire. Et il y a aussi et on va avoir autour de nous des collaborateurs qui, pour moi, sont soit des intégrateurs, soit des intégrateurs de demain. En construction, on va dire, parce que il y a une notion importante quand tu nous parles d'intégrateurs, de visionnaires, d'intégrateurs, etc. aussi, c'est que quand on construit une entreprise, les premiers à entrer, il faut que ce soit effectivement le ciment, et au-delà du ciment, il faut que ce soit les fondations. Les fondations, c'est pas les associés. Les associés, ils sont juste là pour lisser le terrain et faire en sorte qu'il y a un terrain qui soit propre. Le reste, c'est les collaborateurs qui vont tout construire et qui vont faire le fait que la maison se bâtisse correctement, si on reste dans cette image. Effectivement. Au top. Est-ce que tu as quelque chose de plus que tu voudrais nous partager? On arrive au bout de notre heure. Ça a été très intéressant, très intense, très riche. Est-ce que tu as quelque chose que tu penses vouloir ajouter par rapport à tout notre propos? Ouais, pour monter sa startup, la clé pour moi, c'est de travailler c'est d'identifier qu'on a 2 personnages dans notre corps. On a 2 personnages dans notre corps. On a un chouineur dans notre tête qui, lui, est là et qui veut vivre une vie peinarde sans rien changer et pas évoluer et pas se confronter à la difficulté du marché, des levées de fonds, etc., etc. Et on a le chuchoteur qui, lui, se situe dans notre cœur. Et le chuchoteur, lui, il veut nous chuchoter des aspirations ambitieuses. Et notre job pour réussir la construction et l'élévation de notre entreprise, pour moi, c'est de faire assumer le chuchoteur, qu'il arrête de chuchoter, qu'il s'exprime vraiment et qu'il dise vraiment j'ai envie d'y aller, j'ai envie de m'inscrire dans ce que j'appelle ma vision inspirée pour cheminer, et dans le même temps de faire taire le chouineur dès qu'il veut nous faire soit nous arrêter, soit nous empêcher de passer à l'action. Et le travail à faire pour ça, c'est encore une fois, selon moi, d'observer nos pensées, d'observer les histoires qu'on se raconte, parce qu'elles sont tantôt racontées par l'un de ces 2 personnages et tantôt par un autre. Voilà, je conclurai bien avec ça. C'est très drôle, je vais juste faire une dernière digression, un dernier parallèle, et ça va faire rire les gens qui peuvent me suivre à droite, à gauche, ou sur LinkedIn, ou mes chers amis de tous les conquistadors qui savent que je fais beaucoup de parallèles avec ça. Ça me fait beaucoup rire ce que tu viens de dire entre le chouineur et le chuchoteur. Il y a un parallèle avec un dessin animé, le dernier Disney qui vient de sortir. Avec le personnage dans le cerveau, c'est ça là? Avec le Bruno. Exactement. Et où un des personnages dit à l'autre qui a peur de se lancer dans un toboggan, dans une grande pente avec un Vespa, de faire taire son Bruno. Ouais. Et c'est super important et il dit mais c'est qui Bruno? Mais son boss, c'est la petite voix qui dit de ne pas le faire. C'est la petite voix qui dit que tu as peur et que tu n'as pas envie d'y aller, alors que profondément, le chuchoteur, donc dans toi intérieur, ce qui vient de ton cœur, a envie de se lancer et d'y aller à fond.
Donc ça me fait marrer et j'aime beaucoup faire des parallèles avec Disney. Et Disney apprend beaucoup de la vie, je trouve. Mais oui, Disney apprend beaucoup de la vie. Walt Disney, c'était un super entrepreneur aussi, qui a connu ses difficultés avant de se lancer. Et de toute façon, dans tout le cinéma au sens large, mais les Disney, il y a toujours des messages très forts et très puissants quand on ouvre bien les yeux. C'est clair, c'est clair. Je pense que sera ravi que je parle de ça. Une des meilleures inspirations pour l'entrepreneur, c'est de regarder Ratatouille. Mhm. Je Absolument. veux faire un truc et je vais y arriver et par n'importe quel moyen, je vais réussir. Ratatouille, le rat de Ratatouille, Rémi, Oui, oui, est un entrepreneur. C'est un entrepreneur, même growth hacker. C'est un mhm. hacker, complètement. Il Exactement. va hacker par n'importe quel moyen, il a réussi à devenir ce qu'il voulait être. Exactement. Merci beaucoup, Nicolas, Avec d'avoir plaisir. participé à ce webinaire avec nous. C'était super, super intéressant. Il sera donc, du coup, ce que je te disais, diffusé, il était diffusé en live, il sera rediffusé sur notre chaîne. Si tu veux récupérer des images, tu n'hésites pas. Et voilà, donc, et pour ceux qui sont là, qui nous regardent, n'hésitez surtout pas à vous inscrire à notre chaîne. Il me semble que Nicolas, tu as aussi une chaîne Oui, YouTube. Donc, n'hésitez pas à n'hésitez vous pas à inscrire. suivre Nicolas. Voilà, ma chaîne, elle s'appelle Mindset de gagnant. Je suis original dans ce que je dis. Donc, le titre de ma chaîne YouTube, c'est Mindset de gagnant. Vous pouvez me retrouver aussi sur LinkedIn si vous y êtes, sur Nicolas Rimbaud, mentor et conférencier pour dirigeants. Je crois que j'ai appelé ça comme ça. Ouais, c'est un petit peu long. C'est un petit peu long. Oui, mais c'est fait exprès, c'est fait pour les mots-clés, etc. C'est clair. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux. Et si jamais vous avez envie d'entreprendre, envie de vous lancer ou que vous avez envie de faire taire votre Bruno, n'hésitez pas à venir nous rejoindre ou à me contacter, à contacter n'importe quel des conquistadors. Et, euh, et ça, on vous répondra et on discutera avec plaisir. Merci beaucoup, Nicolas. Avec plaisir, Pierre-Alain. Bonne continuation dans tes activités et au plaisir de se revoir. Merci beaucoup. Yes, avec plaisir. À